Bonjour, bienvenue sur C'est nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle tous les jours et qui fait couler beaucoup d'encre. Un sujet qui permet aussi d'avoir facilement des vues et des clics sur Internet. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler de l'islam. Mais on va en parler à partir de ceux qui n'aiment pas l'islam et qui souhaitent le faire entendre. Donc, on va parler de l'islam à partir de ceux qui critiquent l'islam. Et dans cette série, on va se poser une question simple. Est-ce utile de critiquer l'islam? Et pour ce premier épisode, on va partir à la rencontre de ces critiques qui pullulent sur nos réseaux, sur nos journaux, dans nos institutions. C'est dangereux, ces esprits libres et subversifs qui n'ont pas peur, dans la France de 2024, de dire que l'islam, c'est pas ouf. Et on va le faire à partir d'une figure bien connue de ces milieux, Jacques le Fou. Bon, par contre, je garde pas ça tout l'épisode. C'est parti. Bon alors, Jacques le Fou, c'est qui? Pour faire très vite, c'est une personnalité d'Internet qui fait des productions sur YouTube et sur TikTok. C'est aussi un Algérien qui réside actuellement au Canada et qui se dit athée. Alors attention, athée, pas apostat, parce qu'il précise bien qu'il n'a jamais cru en Dieu. Et son combat sur Internet, c'est de prouver que les religions sont non seulement fausses, mais aussi dangereuses, raison pour laquelle il faudrait s'en débarrasser. Je suis contre la parole d'Allah et je montre mon visage. Et le musulman, pourquoi il a peur de dire qu'il est pour la parole d'Allah et contre la loi, quand elles se contredisent? Parce qu'aujourd'hui, et depuis l'époque, non, mais laisse-moi répondre, tu me laisses pas répondre, pas répondre. Ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de sorcier. Écoute-moi, je veux dire juste un truc, tu vois aujourd'hui, si on applique la charia, t'as vu quand on va appliquer, non? Parce que l'argument principal, c'est de dire que, en fait, les musulmans ne connaîtraient pas vraiment leur religion et s'ils la connaissaient vraiment, ils seraient obligés de la quitter. Et ces vidéos, elles marchent relativement bien, surtout que au niveau de la forme, la qualité, elle n'est pas présente parce que je rappelle, c'est juste des débats de TikTok qui le uploadent sur YouTube. Et pourtant, le public répond présent et il y a même une communauté qui commence à se former autour de lui. Et j'en sais quelque chose parce que c'est cette communauté qui, on va dire, a insisté pour que je découvre Jacques le Fou. Et quand je dis insister, je veux dire qu'ils sont venus sous mes tweets, sous mes vidéos, sous mes live Twitch et même sous mon lit me dire que j'étais incapable de me confronter à Jacques le Fou. Vous savez quelle a été ma première réaction? Une impression de déjà-vu, de déjà-vu, comme disent les Américains. Parce que c'est peut-être une révélation pour vous, mais à un moment il faut vous le dire, Jacques le Fou, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et j'ai même l'impression que tout le monde fait semblant de l'ignorer parce que ça les arrange. Mais ce profil, il existe déjà et ce depuis des années. C'est-à-dire que le maghrébin arabe apostat qui veut expliquer partout, que ce soit sur les plateaux télé, sur Internet ou dans les livres, pourquoi il a quitté l'islam, pourquoi l'islam ce serait non seulement une mauvaise religion, une fausse religion, mais aussi une religion dangereuse, et enfin pourquoi il faut combattre l'islam, ce profil-là, ce profil qui plaît beaucoup aux Français, beaucoup aux Occidentaux, il existe déjà. On en a déjà vu plein. Mais plein, il y en a de partout. Moi, le premier souvenir que j'ai en tête, c'est lui-là. Lui, il s'appelle Walid Al-Husseini. C'était le petit protégé de Caroline Fourest. Et lui, c'était le gros lot pour les islamophobes parce qu'il venait en plus de la Palestine. Il racontait que la principale oppression qu'il vivait en Palestine, c'était pas Israël, c'était pas la colonisation, non, c'était l'islam. Et ça vous plaît, Les Palestiniens qui meurent sous les bombes, ça vous intéresse pas? Par contre, le moindre petit arabe qui fuit le monde arabe pour fuir l'oppression de l'islam et se réfugier en France, ça vous fait bander, Bande de petits coquins. Il y avait aussi le youtubeur Majid Oukasha qui a aussi sorti des livres sur le sujet. Et là encore, on est exactement dans le même profil, c'est-à-dire un ex-musulman qui se dit maintenant athée, mais qui passe son temps à essayer de montrer que l'islam est une fausse religion. Tout ça en nous montrant des contradictions ou des absurdités qui pourraient apparaître dans tel ou tel verset ou dans tel ou tel hadith. Puis surtout, si le débat avec Jacques le Fou ne m'intéressait pas, c'est que je trouvais le niveau pas ouf. Je suis désolé les frérots et les frérottes, mais avouez-le, ça tourne en rond. Ça fait des mois et des mois que vous tournez autour des mêmes sujets, des mêmes problématiques et toujours avec les mêmes arguments. Mais pour vous, ça, c'est pas un problème?
Parce qu'en réalité, le vrai plaisir que vous avez en regardant Jack le Fou, c'est d'essayer de contredire les musulmans qui viennent débattre, d'essayer de les bloquer, qu'ils restent sans voix, qu'ils dansent la samba, comme vous dites. Arrête de m'envoyer des cadeaux, bande de merde. Là, il y a un mec qui l'a. Oh là là, mais les gros me m'envoient là, c'est ça le vrai plaisir en fait, c'est de vous foutre de la gueule des musulmans, c'est pas d'apprendre des choses, parce qu'il faut l'avouer en termes d'apprentissage, ça casse pas trois pattes à un canard les lives de Jack le Fou, même au niveau de l'islam. C'est-à-dire que dès qu'on a fait 3 lives de Jack le Fou, c'est bon, on a compris. On a compris les arguments, on a compris la rhétorique et on sait ce qu'il va dire. Mais aussi, ce qui m'a fasciné avec ce genre de débat sur TikTok, c'est que j'avais l'impression de revenir à une époque où j'adorais ce genre de débat théologique un peu nul. C'est-à-dire que j'avais l'impression de revenir à quand j'avais 15 ans. Et j'ai pu en passer des heures et des heures à argumenter, à contre-argumenter, à argoter sur la véracité ou non de l'existence de Dieu. On discutait de la vie avec Dieu, de la vie sans Dieu, et on reprenait beaucoup des textes de Ahmed Didat ou de Zakir Naik, qui étaient vraiment mes goths à l'époque. On avait un avis et on restait campé sur cet avis. Et j'ai envie de dire que c'est un peu normal parce que c'est difficile de bouger sur des questions aussi importantes. Parce que là, on parle de questions métaphysiques, de choses qui sont essentielles, voire existentielles pour les gens. On discute de savoir si Dieu existe, et si Dieu existe, quel est le sens de la vie, et s'il n'existe pas, c'est quoi aussi le sens de la vie, et la mort dans tout ça. Et donc, c'est normal de tomber parfois dans l'irrationalité. Et des deux côtés, hein. Parce que moi, j'ai aussi entendu un athée me dire « Ah non, non, mais si Dieu, il apparaissait devant moi, là, j'y croirais pas. Je penserais à une hallucination. » Donc, à partir de ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose de discuter, et c'est pas grave. Et quand j'y repense, je me dis qu'on se prenait quand même pas pour de la merde, hein. On était là, entre potes, on avait 15-16 ans, on n'avait rien lu, rien étudié, on regardait que des vidéos sur YouTube, et ça y est, on pensait pouvoir répondre à la question de l'existence ou non de Dieu. C'est-à-dire que des philosophes se sont cassés les dents sur cette question, beaucoup n'ont même pas voulu y répondre, d'autres trouvaient que ça ne méritait même pas la peine de s'y attarder, d'autres trouvaient que la question ne méritait même pas d'être posée, et nous, là, ça y est, on pensait découvrir la vérité, comme ça. Bref. À un moment, j'ai compris que je manquais d'humilité et que plutôt de rester enfermé dans ces discussions entre nous qui tournaient en rond, peut-être que j'avais intérêt à aller le chercher, ce savoir. Puis surtout, en fait, en plus de l'humilité, il fallait aussi qu'on questionne nos intentions dans ces débats, parce que j'ai souvent l'impression que l'idée, c'était davantage d'avoir le dernier mot, d'avoir raison, plutôt que d'être dans une discussion où, ensemble, on essaierait d'atteindre la vérité, de voir ce qui est vrai ou pas vrai. Savoir si Dieu existe. Et est-ce que si Dieu existe ou s'il n'existe pas, ça change le sens de la vie? Puis la spiritualité dans tout ça, est-ce que ça peut exister une spiritualité sans Dieu? Et si on croit en Dieu, comment on se met sur la voie de Dieu? Par quelle pratique, par quelle pensée? Et puis on n'arrête pas de dire Dieu est grand, il fait quelle taille? Ah non, 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 ça c'est Enthoven. Mais vous voyez, il y a plein de questions qui se posent, des questions qui sont légitimes. Sauf que c'était pas notre priorité. Notre priorité, c'était de gagner le débat. Et c'est à partir de là que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, peut-être pertinent d'aller lire des livres sur le sujet, lire des livres de théologie, lire des livres de philosophie, mais aussi des livres de sciences humaines qui permettent d'avoir des réponses à des questions que je me posais. Et c'est là que je me suis pris une claque. On m'a mis une tarte, mais alors une tarte d'humilité, c'est-à-dire que j'ai lu et que je me suis dit mais petit con, hein, vraiment, t'étais vraiment un petit con. Et je voyais que j'étais à des années-lumière du niveau des débats théologiques, philosophiques qu'il y avait sur ce sujet. Et ce, même dans le monde islamique. C'est-à-dire que moi, il y a des auteurs du monde arabo-musulman que j'ai lus, et j'ai encore rien compris, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Comme l'autre, là, comment il s'appelle, là, il a un nom d'arabe. Ibn Arabi ? Allez lire Ibn Arabi, allez, et on revient en discuter. Mais bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie. On va revenir sur le sujet qui nous intéresse ici, Jacques le Fou, les apostats et les débats autour de l'islam. Ça va vous surprendre, mais l'une des raisons pour laquelle je ne voulais pas débattre avec Jacques le Fou et que je n'étais pas vraiment intéressé à discuter avec lui, c'est que je ne suis pas un fan des débats. Eh oui. Et en plus, ça ne m'intéressait pas de débattre pour savoir si l'islam est une bonne religion ou pas, si c'est la vraie religion ou non. Pour moi, c'est inutile. Parce que c'est pas mon sujet, que je travaille pas sur ça et que j'ai un peu l'impression qu'on m'a demandé de débattre sur l'islam juste parce que je suis musulman.
Et je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas une raison suffisante pour obliger les gens à débattre, même de l'islam. Et je vais même vous dire, pour moi, il y avait un peu de racisme là-dedans. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oui, Sam, t'abuses, t'es un forceur, c'est du racisme partout. Alors, laissez-moi vous expliquer. Moi, oui, la saucisse, je suis connu pour quoi ? Je suis un militant antiraciste décolonial avec des forts accents marxistes. Je parle de l'importance de lutter contre le racisme, de l'importance de la lutte anti-impérialiste. Je parle aussi de l'importance d'affronter le passé colonial pour avoir un futur débarrassé de la vision raciale de l'espèce humaine et de vivre à égalité. Je parle aussi de lutte des classes et il m'arrive même de parler parfois de lutte LGBT. Bref, je parle de politique marxiste et antiraciste. Et en ce qui concerne les musulmans, effectivement, j'en parle, mais j'en parle principalement pour parler de l'islamophobie, du racisme que vivent les musulmans en tant que musulmans. Je ne suis pas un théologien prosélyte qui essaye là de montrer aux gens la véracité de l'islam. Ce n'est pas du tout mon combat. Surtout qu'à plusieurs reprises, j'ai exprimé le fait que j'étais favorable à une société dans laquelle chacun aurait la liberté de croire ou de ne pas croire. Je pense même que cette liberté est le minimum à garantir pour avoir une foi sincère. Et c'est logique. Si vous croyez à quelque chose juste parce que vous êtes obligé d'y croire, c'est pas de la vraie croyance, c'est de l'hypocrisie. Et ça, l'hypocrisie en islam, c'est mal, vous voyez ? Donc je ne vois pas pourquoi, du point de vue de mon travail, je devrais débattre avec Jacques Le Fou de la véracité ou non de l'islam. Il ne me semble pas que je milite pour l'instauration de l'islam comme religion d'État en France. Enfin, je crois pas, je milite pas pour ça. Non, je crois pas. Non ? Non. Pourquoi moi ? Pourquoi moi je devrais débattre de la véracité de l'islam ? Est-ce qu'on demande ça à d'autres militants décoloniaux comme Olivier Marbeuf, Françoise Vergès, Sumboy ? Pourquoi ce serait à moi de le faire ? Enfin Wissam, t'es musulman ? La barbe... Donc oui, il y a une pointe de racisme, parce que peu importe mes actes, peu importe mes productions, peu importe ce que je dis et ce que je fais sur Internet, vous allez me réduire à mon identité musulmane. Et ça, c'est du réductionnisme, et c'est même de l'essentialisme. Et pour vous, comme je suis musulman, je devrais, alors je ne sais pas où c'est stipulé, mais je me devrais de débattre avec Jacques Le Fou pour lui prouver que l'islam est la vraie religion. D'ailleurs, il y a un côté un petit peu paradoxal et schizophrénique chez vous, parce qu'en même temps, vous reprochez aux musulmans d'être trop prosélytes et vous dites que la religion, ça doit rester en privé, et dans le même temps, vous emmerdez tous les musulmans, dont moi, pour qu'ils s'expriment publiquement afin de montrer que l'islam est la bonne religion. Je comprends pas. Et c'est raciste aussi parce que vous faites comme si les musulmans n'étaient rien d'autre que des musulmans, qu'ils étaient juste musulmans, qu'ils n'agiraient qu'en fonction de ça et qu'ils n'auraient comme référence, comme référentiel que l'islam. Parce que là, on est typiquement dans l'essentialisme. Hein. Vous réduisez des individus à une essence. Une essence qui plus est stéréotypée, parce que ça devrait correspondre à ce qui serait, selon vous, l'islam. Et vous ne savez donc pas que c'est pas bien d'être essentialiste ? Que c'est mal ? Il ne faut pas faire d'essentialisme, c'est mal. Réduire les gens à une essence, c'est mal. Et en fait, vous êtes en train de nier à un musulman la complexité de son identité, de ses références, de ses valeurs. Et même pire, vous stipulez a priori quelles seraient ses valeurs. Parce que dans votre tête, vous avez une vision de ce que serait l'islam et tous les musulmans de la planète agiraient aveuglément selon cette vision que vous avez de l'islam. Et bien sûr, on parle ici d'un islam qui serait fondamentalement rigoriste, conservateur, réactionnaire, homophobe, antisémite, sexiste, validiste, j'ai plus de respiration. Enfin, tout ce qui est méchant, quoi. Hein. Toutes les oppressions possibles, mettez-les dans l'islam et c'est bon, ça ira. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que mon exemple est assez significatif du racisme qui vous porte. Parce que peu importe les combats que je mène, Oui, je parle de moi en voix off. Oui, on est en train de me filmer. Oui, il y a un côté un peu narcissique. Bon, on peut revenir à ce qui est important, c'est-à-dire moi. Parce que peu importe les combats politiques que je mène et mes prises de position politiques qui sont publiques, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis très souvent sur Internet. Pour vous, il y a toujours quelque chose de pas très net chez moi. Alors que les gars, je suis désolé, mais je suis un hyper gauchiste. Et malgré ça, malgré mon gauchisme qui transpire de toutes mes pores, de toute ma peau, vous continuez à me regarder de manière suspecte. Parce que dans votre tête, tout musulman est forcément un fondamentaliste qui voudrait appliquer la charia. Bonjour les enfants, c'est Monsieur Parenthèse, le papa de Monsieur Actuali. Petite parenthèse pour vous dire que la charia, c'est un sujet très compliqué. Hein. Il faut savoir que les théologiens musulmans en discutent depuis des siècles, ne serait-ce
que pour savoir quelle est la traduction fidèle du mot charia. Mais bon, là pour le confort de la vidéo, on va s'arrêter à la charia comme un ensemble de textes et de lois plutôt liberticides appliqués dans les mondes musulmans. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller voir cette vidéo, c'est une très bonne introduction. Et selon certains, je voudrais même imposer le califat mondial. En tout cas, je suis soupçonné de vouloir le faire. Et je plaisante pas, hein. Il y a vraiment un youtubeur qui m'a posé la question, il m'a demandé « Wissam, est-ce que tu es pour le califat mondial ?» Et du coup? C'est bon, coupé. Elle était bien cette prise. T'as pas répondu à la question là. Parce que dans la tête d'un islamophobe, un musulman, ce serait forcément quelqu'un de rigoriste. Et les musulmans qui affirment le contraire, selon les islamophobes toujours, soit ils sont dans l'ignorance de ce que serait réellement l'islam, parce que l'islam c'est forcément l'imposition d'un califat autoritaire, soit ils sont dans la taqiyya. Et donc en fait, t'as pas vraiment le choix. En gros, ils te somment soit de te reconnaître dans ce qui serait selon eux l'islam, un islam profondément réactionnaire et conservateur, ou alors tu serais un ignorant, un faux musulman, tu ne connaîtrais pas l'islam et tu serais un naïf. Soit enfin, t'es un menteur, t'es sous taqiyya, tu mens. Au fond de toi, tu l'es pas, ça se voit. Il y a une avant-dernière raison pour laquelle les débats avec Jacques Le Fou ne m'intéressaient pas, c'est que contrairement à ce qu'imaginent les gens, je ne suis pas un bandeur de débats. Et je ne cherche absolument pas à débattre avec tout le monde et sur tous les sujets. D'ailleurs, je devrais vous dire que je ne crois pas que le débat soit le parangon de la discussion intellectuelle qui nous permettrait comme ça, je ne sais pas, d'atteindre la vérité. Et bien au contraire, je suis très critique à l'égard des débats. J'ai une approche pragmatique, c'est-à-dire que j'y vais seulement quand je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à dire et que surtout, je peux atteindre un public, qu'il y ait un public qui puisse m'écouter. Parce que l'important dans un débat, c'est pas tant l'interlocuteur, c'est le public, celui qui regarde, le spectateur. C'est lui qu'il faut atteindre. Mais le problème, c'est qu'il y a une fétichisation des débats. Mais attention, hein, pas n'importe quel débat. Les débats oraux. Et ça, c'est intéressant parce que quand on regarde les choses en face, on peut voir que ça ressemble davantage à un match de boxe qu'à une réflexion intellectuelle et scientifique. Imaginons, Pierre Bourdieu a quelque chose à dire. On estime que c'est important. Il faut absolument qu'il ait un contradicteur. Pourquoi? Parce qu'on a l'image du débat. Non, attendez, c'est important. Il faut avoir l'image du débat qui est en fait la forme soft de l'image du catch. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas tant d'atteindre la vérité à travers une discussion contradictoire, qui peut être conflictuelle, ça c'est pas un problème, mais que le véritable enjeu, c'est d'écraser son adversaire, de le dominer. Et au final, peu importe le rapport à la vérité. C'est-à-dire que, j'espère que vous êtes au courant, chers collègues, on peut gagner un débat en ayant totalement tort. Parce que l'important, c'est pas d'avoir raison. Et pour avoir raison, il faudrait qu'on ait le temps de vérifier, de faire un long travail de vérification. Mais là, on n'a pas le temps. Donc là, l'important entre nous, c'est de donner l'impression qu'on a raison. Parce que, en fait, ce qui peut permettre de gagner un débat, c'est pas vraiment la maîtrise du sujet, hein. Il y a d'autres facteurs qui rendront compte. Notamment l'aisance orale, l'humour, la rhétorique, le charisme. Oui, en fait, il faudrait que je débatte plus souvent. J'ai tout ce qu'il faut. J'avais une dernière petite remarque. Je me demandais pourquoi l'équipe de Jacques Le Fou, qui aime tant débattre, ils passent leur vie à débattre, ils refusent les débats écrits. Ils veulent que des débats oraux. Et je trouve ça bizarre parce que c'est quand même des gens qui disent défendre la science, la rationalité, la zététique, l'esprit critique. Et je me disais, les débats écrits, c'est quand même un peu plus rigoureux. Alors ça peut paraître un peu fou, mais il me semble que justement, à l'écrit, c'est plus efficace. C'est bien plus sérieux. En tout cas, si tu veux faire un travail intellectuel, ça évite plein de biais. La forme écrite est certainement la meilleure option, la meilleure forme pour éviter les sophismes, mais aussi pour présenter avec plus de précision et d'arguments possibles ta réflexion. Et vous savez quoi? C'est pas un hasard si les universitaires, c'est-à-dire les gens qui ont un travail intellectuel, ont tendance à déserter les plateaux télé pour préférer la forme écrite. Non, eux, ils veulent que des débats oraux. Trop bizarre, trop strange. Et en plus, ça ne m'intéressait pas de débattre pour savoir si l'islam est une bonne religion ou pas, si c'est la vraie religion ou non. Pour moi, c'est inutile. Mais avant de vous expliquer ça, il y a une question à laquelle il faut répondre.
Pourquoi les vidéos autour de l'islam, même celles qui sont complètement gaises, marchent-elles autant? Pourquoi ça a un certain succès sur YouTube et en particulier sur le YouTube français? Même des vidéos qui sont nulles, qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas de forme, bref, même des vidéos archi nulles, pourquoi ça marche? Pour y répondre, il faut déjà se demander, mais qui est le public de Jack le Fou? Eh bien écoutez, partons à l'enquête. Ah putain, je déteste vraiment. Oh, c'est à la fraise. Dégueulasse. Bon, j'ai pas les outils statistiques en ma possession pour pouvoir faire un profil type du public de Jack le Fou. Et tout ça, c'est juste pour la blague, hein, ça veut rien dire. Hein. Mais quand même, je vais partir d'impression. Et simplement d'impression. Un peu comme eux. Et j'ai tout de même, malgré tout, l'impression que le public de Jack le Fou, c'est quand même un public de droite, voire d'extrême droite. Ou alors d'une gauche, mais un peu confuse. Parce que oui, ce genre de production peuvent être regardées par des personnes qui se disent sincèrement de gauche ou progressistes, mais qui pour autant ont beaucoup de mal avec les religions. Alors ça, c'est ce qu'ils disent, hein, parce que quand on leur demande, ils vont dire « Ah non, mais moi je suis contre toutes les religions, hein, j'aime pas les religions, c'est de la merde !» Mais quand on regarde un peu, on voit que ça tourne beaucoup autour de l'islam et des musulmans. Mais nous, les décoloniaux, ça ne nous étonne pas. Dans l'antiracisme politique, on n'arrête pas de le dire. La gauche peut être raciste et islamophobe. D'ailleurs, elle a été à la pointe des projets colonialistes et elle a été très présente sur les polémiques autour du voile. Et très présente du mauvais côté, hein, je dois le préciser. Et certaines des figures de l'extrême droite islamophobe se déclaraient à la base de gauche. Et cette gauche islamophobe essaye aujourd'hui encore de masquer son racisme, son islamophobie derrière un combat anticlérical. C'est-à-dire qu'ils prétendent faire ça au nom de la laïcité. Sur ça, on y reviendra. Quant à mes soupçons sur l'orientation d'extrême droite du public de Jack le Fou, quand même, ça m'a l'air d'être un peu validé par ceux qui entourent Jack le Fou, que ce soit sur ses lives ou sur Twitter. Est-ce que Hitler était d'extrême droite? Hitler, mais je sais pas moi. Ma culture politique, elle n'est pas très développée. Donc là, c'était pas totalement une blague quand même. Il y a un peu de sérieux, un peu de recherche. Il n'y a rien. Et donc, la question de la réception du discours de Jack le Fou par son public doit être analysée, elle doit être étudiée. Mais bien sûr, il est possible qu'il existe une différence, une dissonance entre ce que dit Jack le Fou et ce que reçoit le public, ou ce que le public veut entendre. Jack le Fou présente ça comme un combat pour la démocratie. Il dit lui-même qu'il ne fait pas la critique de la religion juste pour critiquer la religion, mais qu'il y a un objectif derrière, celui de la promotion de l'égalité et aussi de la liberté d'expression. Et je pense qu'il est sincère. Mais là, ça pose un autre problème. C'est-à-dire que Jack le Fou prétend faire la critique de l'islam au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression. Sauf qu'il y a un problème. Ici, chez nous, en France, la liberté de critiquer les religions, la liberté au blasphème, la liberté de dire du mal de toutes les religions, c'est déjà garanti par les lois françaises. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que les musulmans de France, même s'ils en avaient envie, ils n'ont pas le pouvoir de changer cet état de fait. Ils n'ont pas le pouvoir de faire en sorte qu'on supprime le droit de blasphème en France. Alhamdoulilah, Dieu merci. En tout cas, pas à court et moyen terme, ni même à long terme, je pense. Je vois pas comment ça pourrait arriver. Ou alors j'attends une démonstration béton. Dans tous les cas, les musulmans ne peuvent pas changer cet état de fait qui est qu'en France, on peut critiquer les religions et notamment l'islam. Et la preuve de cela, c'est que les médias s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire que la liberté d'expression et donc la liberté de critiquer les religions ne nous empêche pas de dire que cette critique est nulle. Que telle critique de l'islam ou telle critique du catholicisme, c'est un peu bas du front, c'est un peu bête, c'est un peu con, c'est un peu débile. Bref, c'est la liberté d'expression. Et je voudrais même vous dire que la liberté d'expression devrait permettre normalement aux gens qui sont contre la critique des religions de pouvoir exprimer le fait qu'ils sont contre la critique des religions. C'est le principe de la liberté d'expression. Sachant que, je dois le préciser, c'est pas mon cas. Moi, je suis pour que tout le monde puisse critiquer ce qu'il veut. Je m'en bats les yeux coups, comme disent les jeunes.
Les libertés démocratiques sont plus ou moins assurées pour le moment en France. Et ce qui constitue une réelle menace à la fin de ces libertés démocratiques en France, parce qu'ils peuvent avoir les moyens institutionnels de les faire disparaître, ce ne sont pas les musulmans. Ou alors j'attends la démonstration. Je veux bien qu'on me prouve par A plus B que les musulmans ont la capacité de prendre en main les institutions, c'est-à-dire de conquérir le pouvoir et de faire disparaître les valeurs de liberté et d'égalité. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler, si ça peut vous rassurer, qu'il y a assez peu de chances que l'islam soit imposé comme religion d'État en France. Et ça me semble dingue de devoir le dire comme ça. Et en réalité, il existe effectivement un camp qui représente un danger pour la démocratie, pour nos libertés, pour les idées d'égalité et même de fraternité. Mais ce camp, ce n'est pas du tout les musulmans. Là, je parle d'un camp qui est en capacité de prendre le pouvoir et d'imposer ses idées. Et vous l'avez deviné, ce n'est pas les musulmans, c'est l'extrême droite et son projet fasciste. Et ce projet fasciste, il peut être facilement imposé tout d'abord par l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Notamment, on peut facilement l'imaginer avec le succès du Rassemblement national. Mais aussi, ce projet fasciste peut être imposé petit à petit à travers une fascisation qui s'opère avec une droitisation du pouvoir en place. On le voit actuellement avec Macron et c'est la raison pour laquelle un juriste et ancien soutien de Emmanuel Macron, François Sureau, s'inquiète sur le non-respect de l'état de droit en France et parle de démocrature. C'est un habile jeu de mots entre démocratie et dictature. Bien joué François Sureau, bien joué. Donc effectivement, il y a actuellement un danger pour la démocratie en France. Mais sauf preuve du contraire, ce ne sont pas les musulmans qui représentent la menace première. D'ailleurs, si j'avais eu l'occasion de discuter avec toi, Jack, parce que je t'ai envoyé plusieurs invitations et tu n'as jamais répondu, c'est la question que je t'aurais posée. Alors oui, tu es pour la démocratie, nanani, nanana. Mais alors comment ça se fait que dans ton public, il y ait autant de personnes d'extrême droite? Des personnes qui s'en tamponnent le coquillard de la démocratie. Personnellement, je pense que si le travail de Jacques Le Fou est autant apprécié et autant repris par les droitards ou par l'extrême droite, c'est qu'ils servent leur intérêt. Parce qu'au fond, qu'est-ce que voit un militant d'extrême droite chez Jacques Le Fou? Il voit tout simplement un Algérien apostat, un ex-musulman, et un ex-musulman qui critique l'islam et qui essaye de montrer que l'islam est un danger contre lequel il faut lutter. Et donc pour eux, c'est parfait. C'est vraiment la figure du premier concerné qui viendrait valider leur théorie sur la nécessité de lutter contre l'islam. Alors oui, je sais, Jacques Le Fou l'assure, son combat principal, c'est le combat pour la démocratie. Soit. Mais ça n'a pas l'air d'être le combat principal de son public. En tout cas de son public de droite, qui a l'air quand même majoritaire. Bien au contraire, ce public de droite est même prêt à prendre des mesures antidémocratiques pour assurer leur pouvoir politique. Des mesures contre les non-blancs, les musulmans et les étrangers. Et Jacques Le Fou sert de caution à leur grande théorie. Pour eux, le vrai danger, c'est-à-dire le danger existentiel pour la France aujourd'hui, c'est l'islam et les musulmans. Mais aussi plus largement les immigrés qui seraient forcément musulmans et dont la venue contribuerait à détruire la France. Le lien entre immigration, non-blanc et islam est ici important. Parce que si on dit que l'islamophobie est un racisme, c'est parce que la haine de cette religion est avant tout une haine raciale. Pour faire simple, dans la tête des droitards, l'islam c'est la religion de l'étranger et la religion de l'immigré. Et inversement, la religion de l'immigré et de l'étranger, c'est l'islam. Et ainsi, tout devient facile. Tous les problèmes sont liés aux Noirs et aux Arabes et aux immigrés. Et au fond, aux musulmans. Regardez, j'ai fait un tableau. C'est simple. L'économie, pourquoi ça chute? Pourquoi il y a des problèmes? C'est à cause des immigrés, c'est à cause des musulmans. Ils profitent de la CAF, ils font plein d'enfants et en plus, ils bossent pas. Et en plus de ne pas bosser, ils volent notre travail. On continue. Le racisme. Alors bien sûr, le racisme, comme on l'a vu, c'est surtout le racisme anti-blanc. Là, c'est évident que c'est les Noirs et les Arabes. Psartek la coupe, Sal Koufar et tout, on connaît. Mais en plus de ça, les musulmans, comme l'a dit la Likra, ils sont aussi antisémites. Et en plus, c'est quoi? Ils sont racistes entre eux. Regardez les débats entre les Noirs et les Arabes, ça s'arrête pas. On continue. L'insécurité. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer? On peut plus se balader dans la rue. Moi, j'adore me balader dans le 80 Trait, une petite balade de dimanche matin avec ma fille. Je peux plus le faire parce qu'il y a trop d'insécurité à cause des musulmans. C'est écrit dans leur Coran, dans l'islam, verset 32, page 36. On continue les violences sexistes et sexuelles. J'arrive même plus à parler. Là encore, les féministes, on les entend pas beaucoup. Mais allez demander aux Noirs et aux Arabes, allez demander aux musulmans leur avis sur l'égalité des genres. Et puis les viols, on sait que c'est les musulmans. L'affaire avec la vieille, là, ça nous l'a prouvé. Et on va terminer avec l'école. Bon, ça, c'est une photo à Créteil.
J'y étais, je l'ai vu, c'est moi-même, je me suis déguisé en femme voilée pour passer inaperçu, mais c'est facile avec la burqa. Eh ben, la baisse du niveau scolaire, les musulmans, ils n'ont pas de culture, c'est pas comme ça que tu apprends à compter. Et en plus, ils viennent avec leurs codes sociaux, ils sont communautaristes. Donc voilà, le tableau explique tout. C'est la faute des Noirs et des Arabes. Likez et partagez. Bref, on est en fait dans une France qui s'enfonce dans le racisme. Pourquoi? Parce qu'on est en temps de crise extrême du capitalisme. Et qu'en fait, on est tous dans la galère, on s'enfonce tous dans la pauvreté. Surtout que l'État casse tous les services publics. Et en temps de crise, il y a quelque chose qui va s'exacerber, c'est le racisme. D'ailleurs, si le sujet, le rapport entre crise et racisme vous intéresse, eh ben, je vous invite à aller lire le chapitre de Balibar, Crise et racisme, qui est dans le livre de Balibar et Wallerstein, Race, Nation et Classe, à la découverte. Quant aux musulmans comme figure antagoniste, il ne faut pas oublier que les musulmans ont été, dès l'émergence de l'Occident, une figure bien pratique et utile pour participer à cette unification de l'Occident vu comme chrétien. Là, je vous invite à aller voir ce livre de Mohamed Amer Méziane. Bon, je sais déjà ce que va me dire Jacques Le Fou. Il va me dire que son combat, ça concerne l'Algérie et que lui ne parle pas de la France. Bon, déjà, c'est faux parce que je l'ai déjà vu s'impliquer sur certaines choses qui concernent directement la France. Mais surtout, alors, pourquoi il ne le dit pas à son public? Pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne leur dit pas qu'en fait, ce qu'il dit, ça concerne spécifiquement l'Algérie et que pour la France, il faut concevoir la problématique d'une manière différente. Et donc, on n'a pas grand intérêt à écouter Jacques Le Fou alors. Hein? Dis-le. Ouais, ça me fait rire. Il ne le dit pas parce qu'il a trop d'intérêt à garder son public. Et il sait pertinemment que s'il le disait, son public serait pas très content. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Quand bien même je peux tout à fait admettre que Jacques Le Fou ne partage pas les idées d'extrême droite de son public, force est de constater qu'il essaye de ne pas trop les froisser. Car il sait que ce public lui permet d'avoir un succès sur Internet. En gros, il a trop à perdre. Trop à perdre. Trop à perdre. Voilà. Il a trop à perdre. Trop à perdre? T'es sûr qu'on dit trop à perdre? Il a trop. Trop à perdre. Trop à perdre. Il a trop à perdre. Il a trop à perdre? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je dirais trop à perdre. Il a trop à perdre. Je sais pas, mais voilà, on va faire comme ça. Il a trop à perdre. Bon, ça, on a fini. Bon, c'était très marrant tout ça. Hein, on s'est bien amusé, mais... Ah! Les Arabes. Les gars. Les islamophobes. Je suis obligé de vous dire quelque chose. En fait, il y a un problème. C'est que le facteur islam, pris comme un tout général et homogène, n'explique rien. Et que, en fait, si vous pensez pouvoir comprendre les sociétés musulmanes et les musulmans eux-mêmes en allant vous référer au Coran et à la Sunna, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre aux sociétés musulmanes, à leur histoire et à leur actualité. Vous n'allez rien comprendre aux musulmans. Mais si je vais plus loin, je pourrais même affirmer que vous n'allez rien comprendre aux faits religieux et même à l'islam lui-même. Si. Parce qu'il y a un problème là-dedans. C'est que votre approche, elle est, on va dire, abstraite, idéaliste et anhistorique. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est très simple. Je suis en train de dire que votre approche pue la merde, qu'elle est simpliste, et c'est normal parce que vous êtes des simplets. Et en fait, c'est logique. Parce que vous avez un objectif, c'est de faire de l'islam le mot de toutes nos sociétés. Mot M-A-U-X, il faut dire ça quand on dit mot. Et dans cet intérêt-là, vous avez intérêt à faire en sorte que l'islam soit vu comme un tout homogène. Il y a un bloc qui s'appelle l'islam et qui explique pourquoi on souffre à cause de l'économie, du sexisme. Voilà, si on est pauvre, c'est à cause de l'islam. S'il y a des femmes qui sont violées, c'est à cause de l'islam. S'il y a des guerres, c'est à cause de l'islam. Bref, tout est à cause de l'islam et c'est pour ça que, selon vous, il faut lutter contre l'islam prioritairement. Eh bien, tenez-vous bien, ok? Accrochez-vous parce que je vais vous apprendre quelque chose qui va vous bouleverser. L'islam n'existe pas. Ouh là là, mais il a pété un câble, Wissam, il est fou. Et les meufs voilées que je vois dehors, c'est quoi? C'est des bouddhistes? Non, calme-toi Antoine. Je vais tout expliquer. C'est combien?
Par contre, je ne vais pas le faire maintenant. Là, c'est ma pause déj. On le fait dans la prochaine vidéo. Cliffhanger. Si Dieu veut. T'es obligé de lancer le micro. Oui, mais je veux la garder pour... parce qu'en fait, j'ai déjà mangé et ça coûte 3,50 €. Donc, je vais la garder pour demain.